Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. La vie d'une association repose intrinsèquement sur le temps que lui donnent ses membres. Que ce soit des heures ponctuelles ou un investissement régulier et intensif, l'investissement associatif se mesure bien en temps, en nombre d'heures de travail. Car dans le monde associatif, il n'y a pas de rémunération à la tâche pour les actions bénévoles. Comme aux origines du salariat et au temps des grands combats ouvriers sur la définition de ce qu'est une journée de travail, c'est donc le temps qui est la métrique du travail réalisé. Donner un coup de main à l'asso pendant un après-midi, tenir un stand, accueillir les nouveaux venus 2 fois par mois ou plus. Pour autant, cette mesure du temps bénévole pose de nombreuses questions. À quoi et à qui sert-elle ? Pourquoi apparaît-elle dans les bilans comptables des associations ? Est-ce que cela n'induit pas une compétition entre les bénévoles, voire une perversion, une marchandisation du temps bénévole ? Bref, pourquoi et comment valoriser ce temps contributif ? C'est la question que nous vous proposons d'aborder dans ce 2e épisode de Question d'assaut, le podcast par et pour les assos en partenariat avec la Maïf. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant de l'association et laboratoire citoyen La Mine, qui est un lieu bien connu de la communauté lyonnaise depuis sa création en 2014 à Villeurbanne. Bonjour Benjamin. Bonjour Yael. Nous serons accompagnés dans cette discussion par Mathieu de la coopérative d'experts comptables Finacop pour évoquer la valorisation fiscale du temps bénévole, le versant comptable de notre discussion. Bonjour Mathieu. Salut. Et aujourd'hui, c'est Karl qui prend la main pour l'édito autour du temps bénévole. Salut Karl. Salut. Cet épisode de Question d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web question-asso.com où vous retrouvez également une version textuelle de ce podcast. On y travaille. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Alors Karl, donc pour cet édito, tu avais prévu de nous parler et de nous expliquer pourquoi valoriser le temps bénévole est important. C'est bien ça ? Exactement. J'imagine que cette question, vous vous l'êtes nécessairement posée, vous qui nous écoutez, si vous êtes dirigeant d'une association. Alors peut-être avant de parler du temps bénévole, rappelons déjà ce que c'est que le bénévolat. Donc selon le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, le bénévolat se caractérise sur un plan comptable, et donc on voit déjà qu'on va parler gros sous, comme, et je cite, une contribution volontaire en nature qui est par principe sans contrepartie. Le bénévolat s'oppose donc au salariat sur 2 points. Déjà, premièrement, il n'est pas rémunéré, il ne fait pas l'objet de contrepartie. Et puis deuxièmement, le bénévole ne reçoit ni instruction ni sanction de la part de ses encadrants au sein de la structure associative. Donc par principe, le bénévolat, c'est un don de soi, un don de ses compétences, un don de son relationnel, mais surtout, c'est un don de son temps. Comme le bénévolat ne répond pas aux mesures classiques du salariat telles que la masse salariale ou le chiffre d'affaires, d'autres moyens doivent être trouvés pour l'estimer, pour le mesurer. Et comme tu le disais en introduction, Yael, c'est donc le temps qui devient la métrique. Nous allons compter le temps donné par les bénévoles pour estimer une forme de production de valeur associative. Alors question peut-être innocente, mais pourquoi est-ce si important de mesurer ce temps de bénévolat ? On a l'impression que c'est presque une injonction légale à faire entrer le bénévolat dans une logique gestionnaire. Qu'est-ce que ça apporte à la vision comptable de l'association ? Effectivement, c'est en partie une obligation. Tout à l'heure, on va avoir l'occasion de discuter avec Mathieu de Finacop des raisons et des mécanismes de cette déclaration comptable du temps bénévole. Mathieu, tu pourras nous préciser justement cette obligation de déclaration comptable. Selon le ministère de la Vie associative, elle est notamment obligatoire pour toutes les associations qui reçoivent des subventions. Et évidemment, ça fait pendant à notre premier épisode qui était précisément consacré à cette question de la subvention. En ce sens, en fait, la valorisation du temps bénévole, ça apparaît au plan comptable notamment comme une garantie de la non-lucrativité de l'association. Là encore, on rejoint les sujets qu'on a discutés lors du premier épisode.
Et en effet, en montrant que l'on a donné un nombre conséquent d'heures de bénévolat, donc de fait non rémunérées, on accrédite l'idée que la gestion de l'association se fait à titre désintéressé. Donc, si je comprends bien, la valorisation du temps bénévole n'a qu'un objectif strictement comptable, c'est ça ? De fait, les arguments avancés à la valorisation du temps bénévole sont principalement comptables, oui. Mais il existe d'autres arguments qui ont cette fois-ci trait à la gestion du projet de l'association. Et le ministère de la Vie associative liste ainsi un certain nombre de bonnes raisons, entre guillemets, de mesurer le temps bénévole. Déjà, premièrement, avoir une meilleure vision des ressources de l'association en ne s'arrêtant pas à ses actifs classiques, ce qui permet par exemple d'en améliorer la gestion, mais également de rendre des comptes aux différents financeurs de l'association. Deuxième bonne raison, appréhender le coût réel du projet associatif, notamment si on devait substituer au bénévolat du salariat classique ou si on devait mesurer la proportionnalité des dépenses de l'association vis-à-vis de sa masse bénévole. Et troisième bonne raison que évoque le ministère de la Vie associative, sensibiliser au sein de l'association et en externe également à la fragilité de cette ressource bénévole et au fait qu'il faut l'entretenir, qu'il faut la motiver. On vous met d'ailleurs dans les ressources de cet épisode le lien vers la fiche d'information du ministère qui récapitule ces différentes bonnes raisons. Donc en fait, la valorisation du temps bénévole, elle est finalement assez largement conseillée pour les associations, en tout cas pour les associations qui ont des liens avec l'État et ses collectivités, notamment en matière de subventions, ou alors pour des associations qui souhaiteraient optimiser leur gestion. On va avoir l'occasion de discuter de cette mise en œuvre de la valorisation du temps bénévole tout au long de cet épisode, mais précisons peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent qu'au plan des outils, certains logiciels commencent à apparaître pour faciliter cette valorisation. Et on peut notamment citer Bénévalibre, bénévalibre.org, porté par le CRAGEP. Alors le CRAGEP, c'est le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bourgogne-Franche-Comté. C'est quand même un peu perturbant ce que tu nous racontes, je trouve. On est dans une vision très utilitariste, gestionnaire du bénévolat. Est-ce que derrière, ça remet pas en cause le sens même de l'engagement bénévole ? Mesurer une action qui, par définition, est un don de soi, tu l'as dit, est-ce que ça ne revient pas à la dénaturer ? Et j'irais même jusqu'à dire, n'est-ce pas, contre-productif ? Alors voilà, maintenant qu'on a posé les bases de ce que recouvre la valorisation du temps bénévole, on en arrive à la partie plus réflexive, critique sur le sens même de cette démarche. Effectivement, mesurer le temps d'un acte qui est un don et qui se fait précisément et volontairement en dehors d'un contexte salarial ou entrepreneurial classique, ça pose question. D'ailleurs, au sein de ma propre association, c'est un sujet de débat, et je pense trahir personne, voire même refléter une situation qui doit être assez courante dans le monde des associations, en précisant que certains traînent beaucoup des pieds lorsqu'il s'agit de déclarer son temps bénévole, en considérant justement que ça pervertit le sens de l'action associative et que l'on y ramène des logiques extra-associatives qui n'y ont pas leur place. Pour ces personnes, mesurer le temps qu'elles donnent bénévolement change la perception qu'elles ont de ce don. Autrement dit, est-ce que le bénévolat en est toujours s'il est mesuré ? Est-ce que ça ne revient pas à installer une machine à badger au sein de l'association qui dénaturerait la démarche du don, voire démotiverait certaines bonnes volontés ? C'est indéniablement un sujet, surtout lorsque la frontière entre le bénévolat et le travail salarié devient floue. C'est par exemple le cas pour des personnes qui s'investissent sur des projets bénévoles, mais qui peuvent en retirer un bénéfice professionnel, tel qu'un réseau ou des compétences. C'est également le cas pour les actions bénévoles qui relèvent clairement de la compétence professionnelle. Par exemple, si vous êtes comptable et que vous assurez bénévolement la comptabilité d'une association dont vous êtes membre. Déclarer le temps que l'on passe à travailler bénévolement vient d'autant plus brouiller cette frontière qu'il s'agit d'un acte qui relève traditionnellement de l'emploi salarié. Et ça fait complètement écho ce que tu racontes aux travaux du sociologue et économiste Bernard Friot. Donc Friot prend l'exemple d'une activité assez simple, tondre sa pelouse. Si tu tonds ta pelouse le samedi sur ton temps libre, tu ne produis ni valeur ni richesse. C'est considéré socialement comme une activité de loisir. Si maintenant tu es fonctionnaire ou contractuel et que tu tonds une pelouse pour une collectivité, là non plus, ça ne va pas être considéré comme une création de richesse, mais comme une dépense de l'argent public et de l'argent du contribuable. Si en revanche tu tonds la pelouse de quelqu'un pour le compte d'une entreprise, là, il est admis socialement que tu produis de la valeur et de la richesse. Pourtant, dans les 3 cas, c'est la même activité, le même travail. Exactement, ça dépend du contexte. Et donc, quand est-ce que ça sort du loisir ou du bénévolat de tondre la pelouse ? Ce qui pose de fait la question de qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas. Car, et on va en parler avec Mathieu, tous les temps de bénévolat n'ont pas le même statut et ne sont pas valorisables de la même manière. Pour autant, à l'inverse, rejeter toute forme de mesure du temps bénévole serait finalement peu pertinent, car cette mesure,
Elle permet aussi de mieux comprendre le monde associatif. Déjà, pragmatiquement, déclarer le temps de bénévolat peut être une façon de le mettre en valeur. Là encore, c'est un élément que j'ai moi-même expérimenté dans mon association. Les temps déclarés par les bénévoles, que l'on pourrait voir finalement comme des petites mains de l'association, donc par exemple des personnes qui vont faire les sous-titres de nos vidéos, étaient finalement beaucoup plus importants que ce que j'avais imaginé de mon point de vue de responsable associatif. Et donc, cette déclaration du temps bénévole me permet, en tant que responsable, d'être plus attentif aux dons de temps des bénévoles de l'association et d'être plus prévoyant à leur égard. Ensuite, le fait de considérer le temps comme la métrique principale de l'investissement associatif se justifie par le fait que les enquêtes sur le bénévolat en France montrent que le temps est la principale ressource recherchée avant la ressource financière et avant d'autres types de ressources, telles que par exemple l'engagement des dirigeants associatifs, qui est, étonnamment, dans les enquêtes auprès des associations, n'est pas assimilé au temps de bénévolat. Et donc cette métrique, qui nous permet d'avoir des données sur l'investissement bénévole en France, en fait, ça vient compléter le tableau que tu avais, Yael, commencé à dépeindre sur la structuration du paysage associatif en France dans notre premier épisode. Ah, ça veut dire que tu as trouvé plus d'enquêtes que moi sur le financement des assos? Eh bien, pas vraiment. Je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui va revenir de façon assez systématique dans le podcast. Il n'y a pas beaucoup d'études qui traitent du paysage associatif français de façon globale. Et en ce qui concerne le temps de bénévolat, les études les plus récentes remontent à 2010. Alors Yael t'avait montré le mois dernier combien le paysage associatif a évolué ces dernières années. Donc on peut penser que les chiffres sont un peu datés, mais ils permettent tout de même d'avoir des ordres de grandeur. En l'occurrence, l'étude que je mentionne a été réalisée par les économistes Edith Archambault et Lionel Proutot. Et en fait, cette étude, elle est très intéressante car elle nous montre déjà combien les méthodes de calcul varient autour du temps de bénévolat. Alors qu'il s'agit en théorie d'une métrique simple et universelle, eh bien, par exemple, selon si on laisse un bénévole définir lui-même les actions qui relèvent du bénévolat, par rapport à une étude qui définirait préalablement ce qui relève ou pas du bénévolat, eh bien, en fait, on obtient des différences très significatives de temps passé. Ainsi, Archambault et Proutot montrent que comment des études américaines de ce type, comparables mais qui divergent sur la méthodologie, donnent un volume horaire annuel moyen par bénévole, pour l'une de 80 heures par an, alors que l'autre donne 350 heures par an. De ce que tu racontes, on imagine bien que ces calculs peuvent tout de même nous donner une petite estimation du poids économique du bénévolat. T'as des chiffres pour la France ? Alors oui, un petit peu, mais là encore, selon les méthodologies, les résultats sont radicalement différents. Archambault et Proutot expliquent qu'il y a notamment 3 modes de calcul qui peuvent être définis pour connaître l'équivalent en termes de salaire du bénévolat associatif. Tout d'abord, on peut faire comme ce que l'on fait dans la comptabilité française et qui, à titre très personnel, m'apparaît être une aberration, c'est-à-dire qu'on peut valoriser les heures de bénévolat au SMIC. Deuxième méthode, on peut les valoriser selon le revenu moyen du pays. Et troisième méthode, on peut les valoriser selon le montant que l'on paierait un professionnel pour effectuer la tâche accomplie par un bénévole. C'est ce qu'on appelle un coût de remplacement. Sachant qu'en France, dans les années 2000, il y avait environ 10 millions de bénévoles, ce qui représente, en nombre d'équivalents temps plein, quelque chose entre 720 000 et 950 000 équivalents temps plein, eh bien, en fait, les salaires imputés au bénévolat, donc aux actions qui ne sont pas payées, auraient été de 14 milliards d'euros dans la première variante, celle du SMIC, de 21 milliards d'euros dans la seconde, celle des salaires moyens, et de 24 milliards d'euros dans la troisième, c'est-à-dire celle des coûts de remplacement, là où on substitue par un professionnel. Ce qui fait donc quand même un écart de 70% entre la version au SMIC et la version des coûts de remplacement. Donc pour donner des ordres de grandeur, en 2010, on estimait que la masse salariale du secteur associatif, c'était 29 milliards d'euros. Donc pour rappel, 24 milliards d'euros du côté du bénévolat en coût de remplacement. Et donc finalement, ce que disent Archambault et Proutot, c'est que le travail bénévole, qui n'est pas rémunéré, en 2010, ça représentait entre 1% et 2% du PIB français, selon la méthode retenue. Et que, en fait, c'était très largement supérieur aux dons monétaires que les associations pouvaient recevoir. Donc, contrairement à ce qu'on disait de manière assez intuitive en introduction, en fait, le monde associatif repose autant, sinon plus, sur le salariat que sur le bénévolat. On a vu dans le premier épisode que la masse salariale du secteur associatif était en train de fondre. Est-ce que tu penses qu'il faut comprendre la valorisation du temps bénévole comme un élément de professionnalisation des assos, dans le sens où la comptabilisation du temps amène bien souvent à une réflexion sur sa gestion ? Eh bien justement, quel lien entre le temps, le bénévolat, le salariat, que faire de ce temps de bénévolat, comment le déclarer, comment l'utiliser, peut-être comment le dépasser, ce sont précisément les questions qu'on a souhaité poser dans cet épisode à Benjamin de l'association Lamine. Donc merci Benjamin d'être avec nous pour parler de ce temps bénévole. Lamine, pour le redire rapidement, c'est depuis 2014
une sorte d'incubateur associatif implanté à Villeurbanne, à côté de Lyon. Je vais te laisser le repréciser. On souhaitait aborder ce sujet du temps bénévole avec toi parce qu'on s'est rendu compte en échangeant que c'est justement un sujet que vous avez traité en interne, notamment pour concilier les activités lucratives avec les activités bénévoles. Et ça vous a amené à dépasser ce concept du temps bénévole pour parler de temps contributif. Alors peut-être pour commencer, et pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des assos, on va te proposer de dresser la carte d'identité de l'association à travers 3 questions qu'on va poser à toutes les associations dans le cadre de ce podcast. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la mine? Qu'est-ce que vous y faites? Comment ça fonctionne? C'est quoi votre objectif? D'accord. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et la mine, c'est un peu un ovni dans le paysage lyonnais, dans le sens où on est un tiers-lieu et un laboratoire citoyen. C'est un espace et une communauté où n'importe quelle personne ou organisation peut venir en contact d'une communauté pour échanger, apprendre de pair à pair, lancer des projets, mutualiser des ressources. Donc ça a commencé il y a cela presque 7 ans comme un laboratoire sur l'énergie, le développement durable, puisque les cofondateurs, Charlotte Rizzo et Riol Techer, voulaient porter une thèse de recherche sur l'énergie. Et s'était aperçu que les laboratoires publics, en fait, demandaient des conditions qui étaient peu propices, justement, à l'ouverture des connaissances, et ont imité la Paillasse à Paris, qui est un laboratoire de biologie, pour créer la Paillasse-Saône, donc sur Lyon. Le but étant de porter de la recherche citoyenne, tout simplement, en ouverture, en participation libre, de personnes, qu'elles aient un diplôme ou pas, pour pouvoir participer à l'avenir énergétique du pays. Ça a commencé comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que du fait que c'était un lieu ouvert, une petite maison avec un jardin, du fait qu'il y avait une ouverture en termes de participants, ça a rapidement évolué sur des modes de gouvernance qui sont ouverts par nature, et c'est largement diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont arrivées pour le côté recherche scientifique, d'autres qui sont arrivées pour la convivialité, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, ça s'est ouvert sur des sujets culturels, sur de la convivialité, de la recherche juridique, de l'incubation d'entreprises, du militantisme politique. Et voilà, c'est ce que ça a permis de faire ce qu'est la mine aujourd'hui, tout simplement. Et du coup, tu définirais la mine de quelle façon? Qu'est-ce que ce serait l'expression à employer pour qualifier la mine? On parle de tiers-lieux. Tiers-lieux, ce sont des configurations sociales, c'est-à-dire, comme je disais, ça peut être des lieux physiques, des lieux numériques, ça peut être des endroits qui existent déjà, des bars, la machine à café dans une entreprise, où les gens peuvent se croiser, discuter entre eux et avancer sur des projets communs, de manière ouverte, démocratique et très expérimentale. Donc la mine se définit avant tout comme un tiers-lieu. Et la particularité de la mine, c'est que du fait de son ouverture, on a énormément de mal à se définir. Une fois, on a une journaliste qui nous a posé la question, mais je ne comprends pas, vous êtes économie sociale et solidaire, vous êtes incubateur de start-up, vous faites de la décroissance, du manuel, du technique. Qu'est-ce que vous êtes au final? Et notre réponse officielle, c'est qu'on s'en fout. Grosso modo, les personnes, les organisations viennent comme elles sont. On a des institutionnels, on a des individus, voilà. Et en discutant avec des membres de la communauté, ce que va être la mine pour toi, ça va émerger. Et du coup, ça peut être très différent, avec quand même des valeurs qui sont communes, à savoir, la bientraitance, prendre soin les uns des autres. C'est ce qui nous permet d'avoir de la diversité. On a des personnes qui sont, par exemple, au MEDEF, on a des militants alterpunk, que je dirais, que j'ai qualifié. 2, la documentation en licence libre, le fait de documenter de manière ouverte ce qui est fait, les projets, les personnes. Et 3, la soif d'expérimentation. Ces 3 choses étant dites, aujourd'hui, on a des dizaines d'activités, de projets dans tous les sens. Et du coup, si vous avez énormément d'activités qui sont très diverses, est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que vous êtes financé, ou plutôt notamment quelle peut être la proportion au sein de vos budgets des parts de subventions versus tout ce qui va être à but lucratif? Oui. Alors la première année, on tournait essentiellement sur les dons et cotisations. C'était de l'ordre de 8 000 € lorsqu'on a acquis le lieu pour la première fois. Et dès la deuxième année, une partie des porteurs de projets avaient besoin d'un horizon économique pour porter leur projet. Et donc, la mine a commencé à faire des prestations d'événementiel ou liées au projet, ce qui ont assez rapidement augmenté. Et s'est posé la question, justement, de comment on mélange le bénévolat et l'économique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est approché d'une coopérative d'activité, une entreprise déjà existante qui s'appelle Oxalis, qui a plusieurs décennies d'existence, pour faire avec eux Oxamine, un établissement pour porter des activités économiques. Et de ce fait-là, dès 2017, on a voté un principe de frugalité de la mine, de l'association,
qui fait qu'en termes de monétaire, on tourne entre 20 et 40 000 euros par an, ce qui, au vu de l'impact de la mine, est très faible. Et le reste, c'est du bénévolat, qui se chiffre en centaines de milliers d'euros annuels. Et pour chaque personne et pour chaque organisation qui est en contact avec la communauté, on fait du design en fait, de leur modèle économique à eux. Donc, la mine elle-même est frugale, mais tout autour de la mine, il y a des entreprises, des projets de recherche et tout un tas d'activités économiques qui ont chacune leur propre modèle, qui peuvent être subventionnés ou pas. Et au final, la mine, en fait, est relativement indépendante des subventions publiques, du fait qu'elle a une diversité d'acteurs économiques autour d'elle. Ok. Et troisième question de notre carte d'identité, et pour finir avec ça, et avant d'entrer vraiment dans le dur du sujet, est-ce que tu peux nous dire aussi comment est-ce que vous êtes organisé, notamment comment est-ce que vous prenez les décisions au sein de votre association? Qui décide des décisions prises au sein de votre association? Alors, une première chose, c'est on est avant tout une communauté, et l'association, pour nous, est un des outils de cette communauté. L'association en elle-même est un objet expérimental en termes de gouvernance. C'est-à-dire que, grosso modo, dès que les choses sont stables, la communauté s'ennuie. Et donc, on fait évoluer. Donc, au départ, l'association a été créée avec un modèle classique associatif, président, trésorier, et ainsi de suite. C'est rapidement évolué en conseil collégial, où les membres du conseil collégial sont tous coprésidents, co-trésoriers. Ça a encore évolué après en conseil collégial ouvert, où le simple fait que tu sois présent te donne un droit de vote. Ensuite, ça a encore évolué vers un modèle où il y avait un conseil collégial, des groupes de travail et une rencontre qu'on appelle un groupe opérationnel des 5 ou 6 personnes les plus impliquées qui se rencontrent une fois par semaine, 30 minutes. Et au final, aujourd'hui, on pratique ce qu'on appelle l'adaptocratie. C'est-à-dire c'est une gouvernance qui essaie de s'adapter en fonction des personnes et des contraintes à un moment donné. À partir du moment où, ce que tu fais est documenté, 2, que c'est réversible, tu as toute l'attitude pour le faire. Ça permet l'initiative personnelle, en garantissant quand même le fait d'avoir des décisions collectives et ce genre de choses. Et pour prendre un cas concret, si quelqu'un propose quelque chose, mais qui est minoritaire, la mine, l'association, va essayer de faire en sorte de trouver là où les structures qui font que ton projet peut se développer en dehors de l'association, par exemple. Ok, super, merci beaucoup. C'était très clair et pourtant c'est pas évident parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur quand même, ce que vous faites, comme tu l'as dit, c'est difficile de le restreindre et ça paraît assez tentaculaire. Donc merci beaucoup pour la clarté des réponses. Peut-être juste revenir sur un petit point de clarification. Quand tu dis réversible, tu veux dire que les personnes doivent faire des actions qui peuvent être annulées. Enfin, qu'est-ce que tu entends exactement ? Ce que j'entends par là, c'est que si par exemple, je veux tester quelque chose qui s'inscrit dans la durée, sur plusieurs années, à ce moment-là, ça va engager l'association et puis les responsables juridiques de l'association. Dans ce cas, ça pourra demander une décision formelle parce que c'est engageant et tu n'engages pas que toi, ton projet. Si par contre, c'est quelque chose qui est testable mais qui n'a pas de conséquences immédiates, typiquement, il y a entre guillemets, un devoir de laisser faire. C'est-à-dire si tu veux tester, par exemple, dans quelle mesure, je ne sais pas, on peut essayer de faire quelque chose avec la métropole, un événement entre les agronomes, et puis du moment que tu en parles, tu as l'attitude pour dire de prendre la décision toi-même, finalement. Ok, juste que ça engage réellement l'association. Et du coup, comment est-ce que vous gérez la question du représentant légal de l'association ? Puisque si chacun fait un petit peu ce qu'il veut et que du coup ça engage effectivement l'association, le représentant légal, qui sait quel risque il prend ? Alors, actuellement, nos statuts enregistrés en préfecture font qu'il y a un conseil collégial. Donc, les membres du conseil collégial officiellement enregistrés sont responsables de l'association, de tout problème qu'il pourrait y avoir. On a également des représentants juridiques, parce que souvent, par exemple, les institutions bancaires demandent à ce qu'il y ait des représentants légaux de l'association. Et après, pour des questions de responsabilité, notamment quand il y a des partenariats avec tout un tas d'acteurs ou des choses qui sont encore floues, le principe de l'adaptocratie, c'est qu'on adapte à chaque projet. Dire par exemple, tiens, moi je vais travailler en recherche scientifique avec des budgets européens et avec des acteurs institutionnels. Quelle gouvernance on fait pour ça ? Et on le génère à chaque fois. Donc ça a l'air très complexe et très lourd, mais en fait le vécu au sein de l'association de cette culture-là, il est au contraire très léger. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te dire est-ce que, a priori, l'association, l'entreprise va être d'accord ou pas, puisque le but de la communauté, c'est de faire en sorte que ce que tu fais soit possible. Donc, on génère du cas par cas. Ok.
Oui, super, c'est super intéressant. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer peut-être dans le vif de l'entretien et de commencer par une première partie. Alors, on pensait faire un peu un horizon historique, mais en même temps, tu l'as déjà un peu commencé à présenter en rappelant d'où venait la mine et quel était le projet de départ. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un peu des exemples des premiers projets portés par la mine et précisément de la place, pour relier avec le sujet de cet épisode, qu'avait le bénévolat là-dedans et comment vous gériez en fait les contributions des personnes engagées. Oui. Un des projets historiques de la mine s'appelle le projet DESI. C'est un projet qui visait à faire des communautés énergétiques, c'est-à-dire se poser la question de comment on décentralise les réseaux énergétiques. Puisqu'il faut savoir, par exemple, que le réseau de distribution d'électricité, il y a en fait très peu d'acteurs qui gèrent l'infrastructure ou qui font de la production. Et qui cherchaient notamment à créer un compteur électrique un peu comme les compteurs Linky de chez EDF, mais pour le coup libre, citoyen et open source. Donc le principe, c'était de faire des compteurs pour pouvoir savoir combien tu produis ou combien tu consommes en énergie et de pouvoir faire des transactions de pair à pair. Un exemple, si j'ai une maison, j'ai des panneaux solaires, je pars en vacances pendant 3 semaines, et ben ma production pendant ce temps-là, c'est les voisins qui le récupèrent sans avoir besoin de recentraliser sur un réseau national. Donc ça a commencé comme un projet plutôt technologique, mais ça a rapidement évolué vers un projet social, politique, juridique, qui a donné naissance, notamment, quelques années plus tard, à la Fabrique des énergies, en partenariat avec l'ADEME, avec des collectivités et des régies électriques indépendantes sur le territoire. Et vous aviez combien de personnes qui étaient dans ce projet au départ ? Alors, les frontières sont toujours très floues, dans le sens où des contributeurs clés, on va dire, il y en a eu entre 2 et 10, qui étaient présents de manière permanente, qui étaient toutes bénévoles à l'origine. En communauté étendue, beaucoup plus que ça, parce que comme je disais, nous, on est en documentation libre. Donc le fait que la documentation soit accessible, ça fait qu'on peut avoir des contributeurs sur d'autres territoires, par exemple. Donc là, ça peut être de plusieurs dizaines, typiquement. Et donc le bénévolat a permis la naissance de ce projet ambitieux, a permis de le nourrir pendant des années. Et ça a permis de faire émerger justement des choses qui sont devenues un peu plus que du bénévolat, de l'engagement citoyen, de l'engagement politique, des modèles économiques, des modèles professionnels au fil des années. Et quand tu parles de bénévolat, ça sous-entend que les gens faisaient ça sur leur temps libre ou alors vraiment ils étaient typiquement au chômage et donc ils travaillaient sur leur temps en bénéficiant du chômage. C'est ça, on dit souvent Pôle emploi, la CAF, c'est les premiers financeurs de projets citoyens. Exactement. Ça a été le modèle d'une partie de la communauté, mais pas nécessairement pas que. C'est justement dans la diversité. Il y avait des personnes qui avaient des postes fixes, qui faisaient ça sur leur temps libre. D'autres qui, au contraire, justement, étaient en Pôle emploi ou en recherche. D'autres qui étaient fraîchement arrivés sur le marché de l'emploi, qui cherchaient à développer une activité économique et qui commencent par des activités associatives pour... donc, il y a une diversité de modèles économiques et d'acteurs. Mais c'est vrai que le bénévolat, en fait, la représentation qu'ont les personnes du bénévolat peut changer, en fait, entre ceux qui sont là à titre de loisir et ceux qui sont là pour vraiment s'impliquer à 100% de leur temps et de leurs convictions. Et vous avez, dès le début, commencé à réfléchir un peu à cette répartition du temps bénévole et du temps plus donc salarial, ou en tout cas de sécuriser un peu. Tu parlais de prendre soin au début. Le prendre soin est particulièrement vital dans la communauté minoise. L'idée, comme je disais, c'est que tu viens tel que tu es, tu dis ce que tu as envie de faire et on essaie de prendre soin de toi. Donc prendre soin de toi, ça veut dire aussi socialement et économiquement, en se disant, toi, par exemple, qu'est-ce que tu vois dans ce projet-là ? Est-ce que tu as envie de gagner ta vie avec, potentiellement ? Et donc, c'est vraiment du cas par cas. Et pour certaines personnes, disent non, pas nécessairement, d'autres oui. Et le fait de se dire, moi, je peux contribuer à faire que le projet il ait une vie économique, même si moi, j'en bénéficie pas personnellement, ça peut passer par la valorisation de temps de bénévolat, pour dire que le temps que tu donnes gratuitement, il puisse être utile pour les montages de budget, par exemple, pour d'autres personnes qui veulent gagner leur vie. Des formes de solidarité comme ça, en fait. Et est-ce que tu peux peut-être revenir plus précisément justement sur la manière dont vous arrivez à valoriser le temps bénévole, qui là, de ce que tu dis, est quand même, en tout cas paraît, un peu plus riche peut-être que ce qu'on présentait dans l'édito. Et finalement, c'est peut-être pas que pour les financeurs, mais là, de ce que tu dis, c'est que ça prend aussi une richesse pour les gens qui montent les projets et qui sont aussi des projets associatifs, mais qui peuvent se professionnaliser. Ouais, en fait, c'était une discussion ouverte au sein de la communauté, de savoir, est-ce qu'on a toutes les questions que vous avez mentionnées, on s'est penché dessus, en fait, sur le côté, quantification à tout prix versus
liberté de faire, et puis la camaraderie aussi. Si je dois quantifier la camaraderie que tu as à mon égard et vice-versa, c'est un peu bizarre, quoi. Et donc, ce qui a émergé, c'est des modes de valorisation un peu en coût de remplacement. De se dire que quand on a des experts, je ne sais pas, en intelligence artificielle, ou des experts d'énergie, ou des personnes qui, même sans diplôme ou expérience professionnelle, font un travail de haut niveau, eh ben, on le quantifie sur la valeur de marché, tout simplement. Et comme je disais, ça représente des sommes très importantes, donc qui viennent peser dans les discussions entre institutions, et qui permettent aussi d'avoir une forme de reconnaissance en disant, toi, tu es un des contributeurs clés de ce projet par ce que tu fais. Parmi d'autres, hein. Encore une fois, il y a des personnes pour qui c'est pertinent et d'autres pas. Et l'idée, c'est d'adapter à chaque fois. Est-ce que c'est pertinent pour toi de quantifier ton travail et de le valoriser? Si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Et si c'est pas le cas, on trouve un autre moyen pour que toi, tu te sens bien personnellement. Et du coup, dans cette dynamique-là, tu as commencé à parler un peu d'Oxalis et d'Oxamine, donc la coopérative que vous avez menée. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur peut-être l'urgence ou l'importance que ça avait pour vous d'avoir une structure coopérative qui se distingue un peu de la structure associative? Quelque part, on voit l'association comme la structure coopérative, comme des outils pour que les choses se fassent. C'est-à-dire, on est tous des humains qui sommes noyés dans la complexité de ce qu'on veut faire. Et le fait de se dire, tiens, on se dote d'outils collectifs par rapport à ça, ça nous paraissait important. Et le fait de tout mettre sur une seule structure, ça pose des problèmes de complexité, tout simplement. Et pareil, le fait de ne pas vouloir réinventer la roue, de s'approcher de structures coopératives qui ont l'habitude justement de la coopération, de montage de modèles économiques, d'accompagnement des personnes, ça nous a paru comme important très rapidement. Donc, comme je disais, on s'est rapproché d'Oxalis et on a fait un établissement secondaire de la coopérative Oxalis qui a permis de porter des projets, de l'expérimentation et de la stabilisation économique de gens qui sont contributeurs de la mine. Mais encore une fois, ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que la coopérative Oxamine, c'est un des outils parmi d'autres possibles pour pouvoir faire ça. Et comment vous arbitrez justement tu disais que c'était au cas par cas, c'est les contributeurs qui vont eux-mêmes décider si à un moment ils ont besoin de passer par la structure coopérative ou rester dans la structure associative, ou ça se passe à une autre échelle? Techniquement, l'établissement Oxamine, il est indépendant de l'association La Mine, mais du fait que tout est documenté, partagé, ouvert, en fait, toutes ces discussions-là, de savoir comment on fait pour savoir s'il n'y a pas, par exemple, une récupération privée de moyens associatifs communautaires, c'est documenté. Tous ces échanges-là ont été documentés. C'est très transparent. Les réunions qu'on a au sein d'Oxamine comme de La Mine sont partagées en ligne. Et du coup, c'est traité à chaque fois. C'est-à-dire, dans le sens où si, par exemple, tu arrives avec un projet en disant moi, j'ai envie de gagner ma vie dessus, mais en même temps, je travaille avec la communauté associative minoise qui est bénévole, on utilise quelque chose qui est dans le monde tiers-lieu qu'on appelle les conventions de réciprocité, qui sont des espèces de contrats entre le formel et l'informel, qui explicitent ça, qui le documentent, y compris les discussions, pour voir pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce qu'il y a un équilibre, par exemple, est-ce qu'il y a, en termes de contribution, est-ce qu'il y a une justice, voire une justesse, en fait, des équilibres. Et ça, c'est partagé, c'est documenté, c'est public. Okay. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de critères qu'il y a dans ces contrats de réciprocité ? Alors, la difficulté avec les critères, c'est un peu comme les chartes de valeurs. C'est-à-dire, ce sont des objets un peu totémiques qu'on crée pour se rassurer, en fait, quelque part, pour dire, voilà, si je mets ça sur un papier, ça veut dire que, en pratique et tout ça, la réalité va suivre. Or, c'est comme la gouvernance, c'est-à-dire un schéma de gouvernance sur le papier. On sait tous que, par exemple, les échanges autour de la machine à café, ça apparaît rarement dans un document de gouvernance, pourtant ça compte. Et là, de la même manière, plutôt que d'avoir des critères a priori, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose de ce type-là, on le fait par les outils numériques, par du présentiel, partagé avec toute la communauté, et on essaye de trouver justement l'équilibre dans cette relation-là. Donc les critères, ils sont générés en fonction des contextes, ce qui les permet d'être tout de suite plus opérationnels, tout de suite plus justes, plutôt que des règles d'ordre général. Parce qu'encore une fois, statut n'est pas vertu. C'est-à-dire qu'on peut être une association qui est extrêmement rigide, voire agressive, ou inversement, être une entreprise, mais qui en fait est faite entre des copains, des amis, qui est très ouverte. Donc le fait d'avoir une visibilité sur la réalité derrière les statuts,
ça permet d'avoir des accords de réciprocité qui sont typiquement beaucoup plus équilibrés, en fait. Et d'ailleurs, c'était un peu une question qu'on avait aussi parce que quand on a un peu écouté votre rapport d'activité de 2019, si je ne me trompe pas, effectivement, dans les activités que vous mentionnez ou que vous faites, il y a pas mal d'activités qui ressemblent à des activités totalement professionnelles. Enfin, il y a notamment, si je ne me trompe pas, du design. Tu me contrediras, Karl. Mais pas que. Et puis, tu parlais aussi d'expertise tout à l'heure. Et du coup, peut-être question un peu provocante, mais pourquoi vous tenez tant à la forme associative quand même, si on peut être vertueux par ailleurs? Ouais, la question, c'est comment on fait transition de société. C'est-à-dire le fait de se dire, tiens, moi, je m'intéresse en tant qu'amateur pour apprendre un sujet ou jusqu'à je passe toute ma vie dessus. C'est une continuité. Il n'y a pas d'un seul coup, ça se sépare. Donc, on voulait reconnaître un peu ça en se disant, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais là où ça a besoin de bouger, et que derrière, le fait que ce soit associatif et ou professionnel, et ça émerge de tes besoins, de ce qu'il faut être fait. C'est le fait d'avoir un peu cette continuité de possibilités, d'être un peu collectivité, un peu associatif, un peu entreprise, un peu groupe d'amis qui fait des repas collaboratifs ensemble, un peu projet de recherche européen. C'est ça qui permet de faire que ça bouge en bonne intelligence entre des écosystèmes qui habituellement ne parlent pas entre eux ou se coordonnent pas. Voilà, ça permet de créer des communs en fait. En t'écoutant, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, presque comme la forme associative, c'est un peu la plus simple, enfin, à part peut-être la forme de collectivité, mais vu qu'elle n'est pas formalisée, il y a des sujets, notamment pour des questions financières, tout simplement, qu'en fait, vous commencez un peu par dire tous les projets commencent par la forme associative, parce que c'est la plus simple et peut-être la plus modulable. Malléable, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, après, en fonction, tu vas un peu les sortir, si besoin, de la forme et en façonner des vrais objets. Enfin, j'ai un peu cette image-là en tête. Mais... Alors, ce que tu dis est vrai, mais l'opposé aussi. Dans le sens où le format associatif est effectivement un moyen léger de tester des choses, qui est plus malléable, oui. Mais en même temps, elle a son rôle propre et plein à jouer, dans le sens où on a eu des cas inverses, c'est-à-dire des choses qui ont commencé dans le monde de l'entreprise et qui sont retrouvées dans le monde associatif. On a été incubateur d'entreprise, French Tech par exemple, de manière expérimentale pendant une année. Donc projet d'entreprise, start-up, confidentialité de l'information et tout ce qui va avec. Mais par des échanges avec la communauté, ils se sont aperçus qu'il y avait peut-être des éléments de ce qu'ils faisaient qui gagneraient en fait à être ouverts, à être partagés. Et donc du coup, qui participaient au bien commun en fait. Et du coup, ça c'est parti sur des vocations associatives. Ils ont fait une contribution en fait de ce patrimoine qu'ils avaient d'informations pour que ça bénéficie à d'autres aussi. Et voilà, donc le côté non lucratif de l'association, le côté intégratif, démocratique de l'association a son rôle plein et entier à jouer. Ce n'est pas juste une antichambre d'activité professionnelle ou entrepreneuriale. Et peut-être, dernière question avant de passer plus directement à la question d'expert. Justement, est-ce que vous avez, je sais pas, formalisé, ou en tout cas, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des structures, là, tu viens de parler, à un moment donné, ou des projets qui intègrent l'association? Est-ce qu'il y en a qui sont sortis? Et du coup, comment est-ce que vous pensez cette continuité? En fait, en gros, la mine jusqu'où dans les projets? Alors, c'est avant tout, comme je disais, une communauté de pratique, bientraitance, documentation, expérimentation. Et des projets peuvent entrer, sortir de la mine association loi 1901 de manière assez fluide, puisque dans la documentation que tu as de ton projet, par exemple, on ne te pose pas la question de savoir est-ce que tu es membre de l'association ou pas avant d'y contribuer, en fait. Donc on pensait, nous, dès le départ, on se pensait comme une continuité d'acteurs, de personnes. Et la mine association loi 1901 a son rôle à jouer là-dedans, qui émerge finalement. Et ça peut varier au cours du temps. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui peuvent rentrer, ressortir de manière assez fluide, du fait que c'est... Si toi, tu veux, par exemple, aujourd'hui, tu te dis « je veux participer au projet DAISY », tu es complètement légitime, en fait. La documentation est en licence Creative Commons, ouverte. Donc, tu peux très bien dire « moi, je vais poser la question d'interaction entre... est-ce qu'on peut utiliser des podcasts, par exemple, pour documenter le projet DAISY ?» Voilà. Et pourtant, a priori, tu n'es pas encore membre de la mine. Et très bien, ça doit être très bien comme ça.
Ok, super, merci beaucoup. Du coup, je passe tout de suite la parole à Karl, peut-être pour rentrer tout de suite sur la question d'expert. Exactement. Et donc, avant d'entrer dans le cœur de la discussion sur justement comment est-ce que la mine peut gérer cette question du temps bénévole, et tu as déjà commencé, Benjamin, à nous en parler avec la question notamment de la bientraitance, peut-être qu'on peut faire un petit détour fiscal et juridique sur ce que c'est que la déclaration du temps de bénévolat dans une association et sur ce qu'on peut en attendre. Et donc, place à la question d'expert. Et aujourd'hui, notre expert, c'est Mathieu de Finacop. Salut. Salut. Et donc, on a plusieurs questions à te poser sur effectivement la valorisation fiscale du temps de bénévolat. Et peut-être pour commencer, tout à l'heure, je parlais du fait que le temps de bénévolat, c'est quelque chose qu'on va notamment valoriser au plan comptable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte concrètement et peut-être aller un peu plus loin que ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Absolument. Tu l'as très très bien expliqué, mais je le résumerai en 4 points. Pour moi, il y a le premier aspect qui est l'aspect citoyen et politique, le fait de reconnaître le bénévolat comme une contribution aux associations, à la société, et reconnaître l'implication individuelle en soi. Je trouve que c'est une forme de reconnaissance forte. Il y a une dimension, alors modèle économique. Aujourd'hui, on parle de modèle même socio-économique. On ne s'arrête pas uniquement à comptabiliser le chiffre d'affaires, les ventes, les cotisations, les subventions. On va aussi aller chercher d'autres dimensions. On va aller chercher les dimensions partenariales, c'est-à-dire la capacité à co-créer des projets, des activités, à mobiliser des ressources, et la dimension RH. Et notamment, dedans, on y retrouve le volontariat, le mécénat de compétences et le bénévolat. Il n'y a pas que le salariat qu'on met dans les dépenses d'exploitation. Donc ça, c'est aussi une forme de reconnaissance de cette typologie de ressources socio-économiques. Ensuite, on a les dimensions, comme tu le disais, alors déjà fiscales. Pourquoi ? Parce que on en a déjà parlé dans un podcast, mais il y a la question entre la lucrativité ou la non-lucrativité. Alors, des activités de l'association, parce qu'en général, une association est non lucrative au sens juridique, mais fiscalement, elle peut avoir des activités qui sont lucratives, c'est-à-dire concurrentielles. Et pour cela, pour apprécier ce seuil de lucrativité ou non-lucrativité, on a le droit de retenir pas que le chiffre d'affaires, mais aussi les moyens utilisés par l'association, et notamment le bénévolat, qui peut venir renforcer le poids du secteur non lucratif, et donc venir diminuer le risque fiscal ou la fiscalisation d'une association. Donc ça, c'est une dimension forte. Et ensuite, il y a aussi une dimension plus économique, financière, qui est quand on va chercher des subventions ou certaines typologies de produits, il faut souvent justifier de cofinancement. Et le fait de donner une valeur au bénévolat, ça peut permettre de justifier justement ces fameux cofinancements. Peut-être en clarification, à un moment, tu as parlé de volontariat. Est-ce que tu peux nous faire un peu la différence entre bénévolat et volontariat ? Ouais. Alors, le bénévolat, c'est normalement exempt de toute contrepartie. C'est vraiment, comme tu disais, un abandon de soi. On se dépouille de son temps. Le volontariat, c'était pour avoir une forme de reconnaissance. Alors, un peu, si je devais caricaturer, entre bénévolat et salariat, c'est-à-dire donner des formes de rétribution possibles qui ne sont pas assimilées à du salaire. Donc, notamment les services civiques qui ont droit à on parle d'indemnité. Voilà, un peu assez proche finalement de ce qu'on retrouve pour les étudiants avec les stages. Et du coup, encore une question de clarification, est-ce que c'est vraiment obligatoire de déclarer le temps de bénévolat dans sa comptabilité ? C'était notamment une question entre Yael et moi. Moi, je le fais dans mon asso, Yael ne le fait pas dans son asso. Est-ce que c'est obligatoire ? Alors oui, il faut savoir que même jusqu'en quand on a 2019, un tout petit budget ? Jusqu'en 2019, c'était non. Et jusqu'en 2020, alors je dirais, à partir de 2020, c'est oui ou non. Ça dépend de la taille de l'association, de son montant de subvention, et est-ce qu'elle est soumise au fameux plan comptable associatif qui est réglementé. Donc ça, il faut regarder précisément. Il y a une liste d'associations, notamment quand on a plus de 153 000 euros de subvention, de dons, ou un montant de subvention qui est important. Donc tout ça, il faut regarder en détail. Mais dès lors qu'on est dans le plan comptable associatif, maintenant, par défaut, il faut valoriser le bénévolat. Ça devient la règle. Pour autant, si on n'est pas capable de le valoriser, ou si on ne souhaite pas le valoriser, il faut le dire et l'expliquer en annexe.
voilà, on reste quand même libre. Ok, et est-ce que peut-être juste là, effectivement, tu donnais des seuils, il y a quand même un seuil où on n'est pas obligé de faire, Oui, de faire tout ça. exactement. Souvent, c'est le montant des subventions ou des dons. C'est ça. Et t'as pas un chiffre 153 000 euros de subvention ou 153 000 euros de dons. Et ensuite, c'est si une collectivité nous octroie une subvention, de mémoire, c'est 75 000 euros. D'accord, mais du coup, en fait, on parle quand même de grosses associations. Ouais. Enfin, je sais qu'après, je suis très très petite, mais quand même. Et alors, du coup, une fois qu'on a dit que c'est obligatoire par défaut, comment est-ce que ça se calcule? Quel type d'activité on va comptabiliser dans ce temps de bénévolat? Par exemple, là, quand on fait une réunion entre nous, j'imagine que ça, c'est comptabilisé au sens où on est capable de dire la réunion, elle a commencé à telle heure, elle a fini à telle heure. Mais si moi, le soir, je travaille pendant une demi-heure justement sur la compta de mon asso, c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer en temps. Est-ce que ça rentre dans ce temps bénévole? Alors, je te dirais oui, parce que la compta, c'est une activité en tant que telle. Pour moi, elle a toute sa valeur, même si elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Et on peut se dire qu'elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée à la société, mais c'est quand même du temps, quelque chose aussi chiant à faire, mais qu'il faut faire, c'est une obligation. Donc, je te dirais oui. Oui, après, on pourrait se poser la question sur l'activité comptable entre la typologie d'activité comptable, parce qu'il peut y avoir des choses très basiques, très administratives, d'autres plus de la tenue comptable, d'autres de la révision comptable. C'est vrai que parfois les cabinets n'ont pas toujours les mêmes taux horaires selon les activités. Si c'est du conseil aussi à valeur ajoutée, ça pourrait avoir plus de valeur. Alors nous, je sais qu'à Finacop, on a une politique d'avoir un taux accessible et le plus simple possible. Maintenant, on en a deux, un taux horaire compta, un taux horaire conseil. Donc on pourrait se dire que ça peut être au coût de remplacement si c'était nous, Finacop, qui faisions du bénévolat, donc au coût du prix du marché, hein. Après, on pourrait se poser la question peut-être pour toi, est-ce qu'on le fait pas au prix de quelqu'un qu'on aurait embauché sur une dimension administrative ou comptable, donc plus un coût salarial cotisé. Moi j'avoue, je suis plutôt partisan de calculer le coût global, hein, brut et cotisation, et sortir de la logique du SMIC qui nous précarise beaucoup. Voilà, donc c'est pas rare d'avoir des assos qui valorisent au SMIC. Moi, j'ai d'attirer leur attention pour dire, est-ce que vous avez vraiment envie de rémunérer tout le monde au SMIC? Peut-être que oui, mais en règle générale, c'est pas la réponse. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, ce choix du SMIC ou du salaire moyen ou du coût de remplacement, c'est quelque chose qui appartient à l'asso, qui n'est pas une obligation légale, qui n'est pas imposée par ton comptable, en fait. Absolument, absolument. Donc c'est un choix de gestion, je dirais. Pour moi, est un choix de gestion qui a une dimension politique forte aussi et qui renvoie une image de la considération aussi du travail. Donc c'est pas apprendre du travail. Justement, le bénévolat n'est pas du travail, c'est une contribution, mais en tout cas des contributions du temps passé. Donc c'est un choix fort, pour moi, doit appeler un positionnement politique des associations, et en termes d'image aussi, je trouve qu'il faut qu'on a tout intérêt à envoyer une image valorisante. Oui, complètement. Et peut-être pour finir et aborder le dernier aspect de cette question, en tout cas peut-être qu'il y a d'autres aspects, tu me diras s'il y a d'autres aspects, mais en tout cas un autre aspect qui me semble important, c'est le point de vue du bénévole. Là, on a parlé du point de vue de l'association, mais il y a le point de vue du bénévole. Et en fait, on entend beaucoup dire notamment qu'on peut déclarer nos temps de bénévolat au compte formation de l'État pour bénéficier donc, on va dire, d'une subvention de l'État pour se faire former sur des aspects qui me paraissent justement pas très clairs. Et justement, est-ce que tu peux nous préciser ce point? Qui peut en bénéficier? Est-ce que c'est vraiment viable? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui relève un peu de l'utopie, au sens où c'est tellement restrictif, j'ai l'impression, comme critère, que personne n'y a droit. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, on peut se dire que c'est un premier temps. En règle générale, quand il y a des innovations juridiques, souvent c'est très restrictif au début. Donc en effet, on se rend compte que peu de personnes y ont accès, hein, parce que c'est uniquement des dirigeants associatifs, donc pas des directeurs salariés, c'est des dirigeants au sens bénévole d'un conseil d'administration, d'un comité collégial, ou que sais-je encore, d'un bureau, qui a un pouvoir d'engager l'association. Donc c'est eux ou des formateurs de bénévoles. Donc voilà, déjà sur le public, c'est très restreint. Et ensuite, en termes de nombre d'heures, pour déclencher le droit à des nouveaux crédits formation, c'est au moins 200 heures, dont 100 heures dans une et même association minimum. Donc ça représente plus de 1 mois de temps bénévole. Voilà. C'est une demi-journée par semaine, en fait.
Oui, c'est beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup l'idée de la mine aussi, de casser les frontières entre entreprises, associations et politiques, hein. Donc de permettre aussi ces formes d'engagement. Je pense qu'on a tout intérêt à casser les effets de silos dans lesquels la société veut beaucoup nous enfermer. Pas avoir peur de voilà, toutes les formes d'engagement. Donc peut-être que la mine a réussi à le faire pour certaines personnes, d'arriver à 200 heures. C'est vrai que moi, ça me paraît élevé. Et ensuite, c'est une attestation donc, des dirigeants de l'association, du président en général, de la présidente. Et ça donne droit, comme quand on est salarié d'une structure, alors c'est une vingtaine d'heures par an qui se rajoutent à son compte formation. Et c'est pour des formations assez précises. C'est pas toutes les formations non plus. Ok, ouais, donc c'est encore plus précis, enfin encore plus ciblé que ce que je ne l'imaginais. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions, c'était super intéressant. Moi j'ai appris quelques trucs, donc comme quoi c'est utile d'avoir un expert autour de la table pour ramener la discussion un peu sur Mais des on n'en bases doutait solides. pas. On n'en doutait pas, ouais. Et on va pouvoir passer justement à la deuxième partie de l'entretien avec Benjamin sur justement comment est-ce que au sein de la mine, vous avez cherché à dépasser la question de ce temps de bénévolat pour parler de temps contributif. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Peut-être, Benjamin, là, ce qu'on peut faire, c'est de rentrer un peu plus précisément sur les trajectoires individuelles et comme ce qu'on disait peut-être en première question, parce que tu disais qu'on pouvait contribuer à la mine un peu, enfin voilà, même quelqu'un qui n'y est pas peut y contribuer. Est-ce que tu peux nous faire un peu le parcours du membre, genre comment on devient membre, à partir de quand, et finalement à partir de quand cette question pour vous de la valorisation du bénévolat ou du temps contributif se pose? Oui, je voulais juste rebondir brièvement sur cette notion de formation des bénévoles, les validations de l'acquis d'expérience et tous ces dispositifs d'État pour reconnaître un peu la contribution bénévole. Quelque chose qu'on va tester, c'est de passer en assemblée générale permanente et donc de faire en sorte que les membres de la mine soient quelque part tous dirigeants de l'association pour leur permettre éventuellement de valoriser leurs projets. Et voilà, c'est des petits hackings juridiques pour tester un peu voilà, l'évolution de ça. Et c'est un peu dans la tradition minoise, justement, ce côté expérimental, un peu, alors on pourrait dire punk, mais punk juridique, tout relatif. Hein, et c'est pour ça que cette question de comment on garantit une qualité de vie des personnes qui veulent faire des choses s'est posée très très rapidement, parce que c'est complexe. Et donc, du coup, le fait de se dire, dans ton parcours, est-ce que c'est un bénévolat choisi ou est-ce que c'est un bénévolat subi? C'est une question qui se pose très souvent dans les projets, puisque la plupart des personnes sont bénévoles parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le modèle économique de ce qu'elles sont en train de faire. Et parfois, tout simplement, parce que le modèle économique n'existe pas encore. Je pense par exemple à toute la dynamique low-tech, sur la frugalité technologique, utiliser des matériaux de récupération pour construire des choses. Le modèle économique, c'est en train de se faire maintenant. Voilà. C'est pour ça que communautairement, ces questions, on les a faites de manière ouverte avec d'autres organisations, avec des chercheurs aussi. On a pas mal d'études collaboratives sur ces sujets-là, pour essayer de trouver, non pas une solution qui serait idéale pour tout le monde, mais tout un tas de petites expérimentations. Donc là, statut du contributeur, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir un statut du contributeur? C'est-à-dire que tu sois salarié ou pas, est-ce qu'on peut te reconnaître des droits, des avantages liés à ce statut-là? Donc ça, pareil, ça n'existe pas encore, c'est quelque chose à créer. On a créé aussi des choses comme le CDI communautaire, des expérimentations de contrats de travail partagés entre plusieurs personnes, dans lesquelles tu peux être coopté pour pouvoir te sécuriser un peu quand tu n'as plus envie d'être bénévole, par exemple, de manière temporaire, et ainsi de suite. Donc, tout un tas d'expérimentations pour essayer de défricher des nouvelles façons de construire le monde, son travail, son implication. Et peut-être, du coup, tu dis que vous avez fait beaucoup d'expérimentations. Est-ce qu'à un moment, vous avez réussi un peu à stabiliser ces expérimentations ou à sortir de l'expérimentation pour un peu poser des choses de manière plus formelle, d'accepter des choses? Oui, c'est ça. C'est un équilibre qui est aussi très personnel entre l'expérimentation, le chaos, et puis quelque chose d'ordonné, de prévisible. Et chacun met sa curseur un peu là où il est dans sa vie, finalement. Donc oui, par exemple, la coopérative Oxamine, aujourd'hui, on est entre 10 et 20 salariés entrepreneurs. Donc c'est une entreprise qui se développe. Au niveau de l'association, pareil, on a une communauté contributive qui est relativement vaste, c'est-à-dire qui est plus dépendante de membres historiques de l'association. Par exemple, avec ma compagne Connie, on est très impliqués aujourd'hui. On y passe 3 jours par semaine en moyenne. Mais si demain, on se dit, tiens, on arrête, et pour autant, il y a une résilience. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais, et ainsi de suite.
Donc du coup, il y a des choses qui se stabilisent, même si ça reste toujours un équilibre entre être stabilisé, être content là où on est, et puis faire évoluer vers des modèles de société nouveaux aussi. C'est-à-dire que l'intérêt de la bientraitance, c'est de se dire, peut-être que toi, personnellement, tu as besoin de stabilisation en ce moment, on peut t'orienter vers des choses qui sont bien connues, plus stables. Et inversement, il y en a d'autres qui ont besoin de nouveautés, besoin de tester des choses, qui ont une appétence pour ça. Comment on peut créer les conditions pour ça? Sachant que ça reste encore quelque chose en construction. On est quand même relativement jeune. Et vous arrivez un peu à essaimer ou à polliniser ce modèle-là vers d'autres collectifs ou personnes qui aimeraient s'engager dans ce genre de démarche? D'ailleurs, ça, c'est assez drôle parce que le fait que la mine, justement, chacun peut s'y reconnaître et puis la décrire de sa propre manière, finalement, ça fait qu'on a une diversité de personnes qui ont été en contact avec la mine, qui ont pu être accompagnées et qui ont donc les pratiques minoises, même si elles ne se disent pas, elles ne mettent pas le logo, quoi, en fait, dans ce qu'ils font. Je pense par exemple à des projets de Fab Lab ou des personnes dans des institutions qui y sont passées, qui ont pratiqué et qui ont répliqué ces modèles de pratique dans leur propre environnement. Et qui, par exemple, utilisent des documents collaboratifs, utilisent des pratiques minoises. Et ça, oui, on en a beaucoup, et justement dans des milieux très différents, et qui petit à petit adoptent ces pratiques-là, même si formellement, comme je disais, il n'y a pas un partenariat avec le logo Lamine ou une adhésion formelle. Mais par contre, un réseau humain qui est très fort. Ok. Et en revanche, vous n'avez pas d'associations ou autre chose qui sont venues précisément vous voir pour demander un accompagnement là-dessus? Si, totalement. C'est-à-dire que même très régulièrement, par exemple, dans le mouvement tiers-lieu, aujourd'hui, c'est quasiment un tiers-lieu tous les 10 jours qui nous contacte pour être accompagné. Mais ça peut être fait par l'intermédiaire des Minois et Minoises. C'est-à-dire que si toi, tu deviens membre de la mine, tu es légitime pour, si tu entends parler d'un projet, tu fais le contact avec les autres collègues de la communauté minoise. Donc, quelque part, le projet est accompagné par la mine. Donc, ça peut être complètement informel, comme ça, jusqu'à, au contraire, des accords cadres, des conventions beaucoup plus massives, beaucoup plus formelles. Et c'est une continuité de tout ça qui fait ce gloubi-goulba minois où on ne s'ennuie pas, c'est clair. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'en préparant en fait cet épisode, on avait une image qui était plus de se dire que finalement, si vous aviez aussi besoin de passer par cette comptabilisation du temps bénévole, ou en tout cas cette reconnaissance à un moment donné d'un temps, d'ailleurs que vous appelez pas bénévole, comme on vient de le dire aussi, mais plutôt contributif, comme ça peut être un peu plus englobant sur la forme dont après ça va se formaliser. C'était aussi pour empêcher un peu les formes de passagers clandestins, c'est-à-dire de personnes qui finalement profiteraient un peu de la situation je sais pas, par exemple, en montant un projet et en profitant de personnes qui vont s'engager bénévolement alors qu'elles vont à un moment donné être salariées, par exemple. Et du coup, qu'il y avait peut-être une question sur ces différences de statut au sein de l'association, enfin, et du coup, plus largement de l'écosystème. Et de ce qu'on entend, en fait, c'est un peu plus compliqué là-dessus. Ouais, cette question du passager clandestin, on a pas mal de membres de la mine qui ont déjà vécu des changements de taille d'écosystème, qui ont des choses contributives où il y a pu y avoir une récupération privée de ça. Donc il y avait déjà pas mal d'expérience dans les membres de la mine par rapport à ça. Et on y a privilégié la transparence, c'est-à-dire le fait de se dire, si moi, mon but, c'est entre guillemets, de me faire des millions, et je peux être transparent par rapport à ça, je le dis. Et c'est en fait le fait de s'adapter aux personnes et ce qu'elles veulent, et de créer les conditions de la justesse derrière, finalement, ça contribue à faire des modèles plus équilibrés, plutôt que de découvrir a posteriori, zut, j'ai contribué gratuitement à un truc qui a fait une récupération économique et politique, qui n'est pas celle pour laquelle, moi, la raison que j'ai contribué. Le fait d'être transparent par rapport à ça aide énormément. Et ça permet peut-être aussi de filtrer les projets, parce que vous n'allez pas accepter n'importe quel projet. Justement, c'est là où c'est intéressant, c'est le fait de se dire, on discute dans tous les cas, et par rapport à un projet, quelqu'un peut lever la main en disant, moi je suis pas d'accord avec ça, et on traite de comment on peut faire pour résoudre ça. Ça peut être parfois par la coopération. Et par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'incubation French Tech, il n'y a pas une immense diversité sociale dans les incubés French Tech. Il y a des questions aussi de biens communs qui ne sont pas évidents. Et on avait des militants de la décroissance
qui sont assez farouchement opposés au mouvement French Tech, qui sont présents dans la communauté minoise. Et on s'est dit, tiens, comment on peut essayer de compatibiliser les deux? On fait un test. On voit est-ce qu'il y a des communs qui peuvent être créés dans l'incubation de start-up. Et au final, ça s'est plutôt bien passé, en fait. Alors qu'inversement, dans d'autres domaines où on se dirait que ça pourrait être évident, c'est le fait de tester, en fait, dans quelle mesure ça peut se faire ou pas. Ça crée un climat de confiance et ça crée aussi de la résilience par rapport à des bugs, comme tu l'as mentionné, tiens, s'il y a une récupération économique du truc, vu qu'on a créé la résilience en amont, on peut absorber ça, on peut traiter ça de manière plus intelligente, plus adaptable en tout cas. Ouais, il y a un sujet qui est important dans le fait d'accueillir des personnes. Alors j'aime beaucoup l'idée d'éducation populaire, c'est-à-dire pas faire le filtre et tout sur les personnes à l'entrée, même pour favoriser l'engagement des gens. Il y a vraiment une question sur la sécurisation des parcours. Voir le bénévolat comme une activité en tant que telle ou temporaire, etc. Comment on peut apporter de la sécurité quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 400 000 nouvelles personnes qui veulent venir s'impliquer dans l'ESS professionnellement, personnellement, depuis le Covid, par exemple. Donc, c'est comment on permet à des personnes qui ne connaissent pas forcément le bénévolat et même l'entrepreneuriat alternatif à s'impliquer. Et souvent, le premier frein, c'est l'absence de sécurité, c'est-à-dire la peur de perdre en statut social, en conditions économiques ou pas. Voilà. Et donc, ça arrive à rassurer des personnes-là. Et c'est vrai que sur le bénévolat, alors, il y a toujours la tension avec le fait d'être totalement non lucratif, etc., désintéressé, pas toucher à l'argent, mais il faut juste savoir qu'il y a des choses qui existent. Tout à l'heure, alors, on se demandait est-ce qu'il faut être membre d'une association, par exemple, pour être bénévole. C'est pas obligatoire, mais ça peut être sécurisant à la fois pour les personnes, pour l'association aussi, pour se prémunir du risque social, URSSAF ou autre chose. En termes assurantiels aussi, si on est assuré, s'il y a un pépin, c'est toujours mieux d'être un membre, bénévole membre. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut se demander aussi est-ce qu'il peut y avoir des rétributions qui ne remettent pas en cause la non-lucrativité fiscale de l'association et juridique. Et à savoir, il y a une tolérance fiscale qui n'est pas toujours connue, mais on peut rétribuer jusqu'aux 3/4 du SMIC une personne dirigeante. Voilà, c'est pour les bénévoles dirigeants. Donc là, en l'occurrence, potentiellement tout le monde à la mine. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi des remboursements de frais possibles. Ça peut être ou remboursement de frais, déplacement, ou même mise à disposition de matériel informatique ou autre. Et il y a aussi un truc pas du tout connu, c'est le ticket restaurant bénévole. On peut avoir jusqu'à 6,70 € par ticket restaurant, qui ne remettent pas en cause la fiscalisation. Donc voilà, il y a des choses à proposer. Et peut-être question un peu de clarification. Est-ce qu'on a le droit de rémunérer pour une prestation un membre qui est bénévole? Alors, ça rentre dans le calcul des 3/4 du SMIC. C'est-à-dire on va regarder si directement ou indirectement. Voilà. Donc on va regarder sur un mois. Normalement, on n'est pas censé dépasser chaque mois 1 000 €, quoi. Mois par mois. Et du à coup, peu près 3/4 du SMIC. que dans le cas où les bénévoles font partie des cadres dirigeants. Les dirigeants, pardon. Les dirigeants. Oui. Okay. Quand on est dirigeant, c'est ça. D'accord. Merci pour la petite pression. C'est une question, en tout cas, que nous, on s'est beaucoup posée de notre côté. Super. Du coup, je pense qu'on peut peut-être passer à la troisième partie, la partie conclusive de ce podcast. Donc, plus sur l'aspect, peut-être pour faire un peu un récapitulatif des différentes expérimentations que vous avez pu mener et aussi des enseignements que vous avez tirés. Surtout que là, on n'a quand même pas du tout parlé. On a eu une année un peu particulière avec la crise. Peut-être aussi que c'est un peu vous donner en tout cas quelques perspectives par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, que ce soit en termes de gouvernance et aussi de valorisation du temps bénévole. Donc, peut-être question un peu libre sur la fin, mais oui, est-ce que vous avez changé vos manières de faire, ou j'imagine, comme tu le disais, en fait, Mathieu, qu'il y a des personnes qui ont été plus en difficulté financière aussi ce dernier temps, donc la question du prendre soin ou de la sécurisation un peu de leur parcours s'est posée de manière un peu plus urgente. Oui, j'aurais peut-être un retour d'expérience à faire concernant la pandémie et les premiers confinements. À la mine, il s'est passé quelque chose. On a déclenché une réunion du conseil collégial de l'association, ouvert, pour se poser la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport au confinement. C'est-à-dire comment on s'organise en termes de règles.
Et c'est pas du tout ce dont on a parlé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé la question de quelle est la situation actuelle. Donc, faire des remontées d'informations scientifiques, sociales, de ressentis de différents acteurs, de différentes personnes présentes autour de la table pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce qui en est ressorti, c'était il y allait avoir une carence assez importante de certains produits, notamment le gel hydroalcoolique, sur le territoire, assez catastrophique. Et donc, ce qui avait commencé comme une question de gestion associative, en fait, a évolué sur un dialogue ouvert avec plusieurs acteurs, notamment des industriels, des collectivités, d'autres associations, des individus, sur une forme d'organisation collective pour pouvoir répondre au confinement et à la pandémie. Et du coup, on s'est mis en autoproduction de gel hydroalcoolique. On a produit 1500 litres et distribué 1500 litres sur le territoire. Et avec, comme je disais, des industriels, des collectivités qui étaient autour de la table et qui ont contribué, certains bénévolement, d'autres professionnellement, à cette initiative, parmi d'autres qui ont existé dans la communauté minoise. Et là, la question de la valorisation du temps de bénévolat, elle s'est posée a posteriori. C'est-à-dire que c'était d'abord, il fallait avoir une réponse, et chacun contribue comme il peut, avec ses outils, avec ses pratiques. On fait ça. En même temps, on documente, parce qu'on est un peu fanat de la documentation. Et quand, a posteriori, a commencé à avoir des financements, des soutiens communautaires par rapport à ça, on avait déjà documenté un peu ce qui avait été fait. Et donc, ça a permis de justifier, d'équilibrer, que voilà, quand il y avait de l'argent public sur ces actions-là, on a pu monter patte blanche par rapport à la régularité juridique. En même temps que les acteurs qui s'étaient impliqués, qui étaient quasiment à temps plein là-dessus, se mettent pas en précarité. Donc, eux, ils sont passés du statut de bénévole a priori à rémunérer a posteriori, ou vice-versa. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes qui ont contribué, qui avaient, entre guillemets, un droit économique à facturer, dans le sens où ils auraient pu, puisqu'ils sont intervenus professionnellement, et qui ont préféré dire « Ah ben non, je fais don de ce que j'aurais facturé pour telle raison, pour, par exemple, faire une mise en récit de ce qui s'est passé. » Voilà. Donc, on a eu des évolutions comme ça de statut. Et finalement, tu nous as pas dit comment vous, à la mine, vous gérez cette question de la déclaration comptable du temps bénévole. Est-ce que vous le déclarez? Est-ce que justement, comment est-ce que vous gérez ce passage temps bénévole, temps, on va dire contributif, mais qui finalement peut être rémunéré? Comment est-ce que vous le gérez sur un plan comptable? Alors, quand s'est posé la question de la valorisation de temps de bénévolat, premier réflexe qu'on a fait, c'est ouvrir un document contributif en ligne, poser la question à tout un tas de personnes et d'acteurs en disant comment vous faites ça, voilà, d'avoir des retours par rapport à ça. On a travaillé notamment à un moment donné avec Finacop sur ces sujets-là. Et est remonté en fait des volontés un peu collectives de tester des choses, c'est-à-dire de partir sur une méthodologie qui explique pourquoi on a fait ces choix-là, comment. Donc il y a à la fois une méthodologie qui est lisible d'un point de vue juridique, administratif, qui a été votée officiellement comme étant l'outil de l'association, mais qui en même temps documente aussi quelles auraient pu être les alternatives. Et typiquement, dans les associations proches de la mine, certains ont pu prendre ce modèle-là et le réutiliser, ou en utiliser d'autres parce que ça a été documenté. Et donc, depuis pas mal d'années maintenant, on déclare un volume de valorisation de temps de bénévolat qui est très important, qui est presque 10 fois en fait, le montant monétaire de l'association. Vous allez avoir plein de droits à la formation, alors. Mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ton témoignage, c'est qu'on a presque en fait l'impression que la mine, vous gérez un peu ce côté coordination territoriale. Enfin, en fait, j'ai presque l'impression que vous dépassez un peu en termes d'importance sur le territoire ce qu'on pourrait attendre d'une association, ou peut-être de se dire qu'il faudrait peut-être Alors, je vais arriver avec la formalisation, mais est-ce que c'est pas presque à l'État de prendre en charge cette coordination? Par exemple, l'exemple que tu as donné sur le Covid et la crise sanitaire, je trouve que c'est hyper intéressant déjà de se rendre compte qu'un acteur associatif est capable d'amener ces réflexions-là, mais du coup, ça pose aussi la question de est-ce que c'est pas un autre acteur de prendre en charge ces réflexions-là et cette coordination de l'ensemble des acteurs d'un territoire sur des problématiques d'urgence, un peu des crises, je sais pas, des cellules de crise à un moment donné. On vient de lancer un programme de recherche sur 3 ans avec la Fondation de France qui s'appelle Pouvoir d'agir en tiers-lieux, qui regroupe tout un tas de tiers-lieux en France, sur les partenariats publics-privés particuliers. C'est-à-dire le fait de se dire, est-ce que c'est l'État ou les collectivités locales qui obligatoirement sont
représentantes du bien public et doivent prendre en charge ça, oui, mais pas que. Dans le sens où c'est des individus au sein de ces organisations, d'autres qui sont associatifs, d'autres qui sont professionnels, qui ensemble, s'ils arrivent à avoir des formes partenariales qui garantissent le bien commun, peuvent vraiment faire des choses intéressantes. Et sur le cas de la pandémie, par exemple, on a eu des cas où il dit moi, aujourd'hui, je gère tout un tas de centres sociaux et on a une pénurie maintenant. Sauf que moi, dans mes contraintes internes de processus de décision, de marché public, je ne peux pas déclencher quelque chose sous 24 heures. Ça m'est physiquement impossible, légalement impossible de faire ça. Par contre, je peux signaler à mes partenaires associatifs, entreprises, j'ai ce besoin-là. Et on essaie de traiter ça ensemble, de faire en sorte que chacun puisse respecter les contraintes que chacun d'entre nous a dans le secteur public, dans le secteur privé, en tant qu'individu, et de faire en sorte que ça se passe. Parce que c'est ça qui compte, c'est que ça se fasse, finalement. Et est-ce que vous êtes d'intérêt général à la mine, au sens fiscal ? Alors, oui, et on va peut-être regarder justement aussi, parce qu'on a quand même quelques années d'existence, sur les questions d'intérêt public aussi, potentiellement. Utilité publique, ouais. Oui, c'est ça. Ok. Donc indirectement, l'État vous finance aussi. Parce que s'il y a des personnes qui donnent ou des mécènes qui donnent, ou s'il y a des abandons de frais de bénévoles, ils peuvent défiscaliser. Ouais. Oui, c'est vrai. Et même si en pratique, en fait, c'est rarement le cas que les personnes nous demandent un reçu fiscal. C'est vrai que ça peut être utilisé, effectivement. Après, il y a, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur Hello Asso, du coup, ils proposent, par exemple, de faire des rescrits fiscaux de manière automatique. Donc, on ne sait même pas, en fait, si les gens, après, s'en servent derrière. Enfin, bon, bref, Ouais. C'était juste... Puis c'est très actif, en plus. C'est reçus fiscaux. Parce que rescrit, c'est la demande que tu fais au fisc. Donc ça, c'est autre chose. On fait souvent, là. Exact. La confusion. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci Benjamin de nous avoir partagé ton expérience de la mine. C'était très éclairant et finalement pas si compliqué, qu'on s'y attendait. Donc pour ce deuxième épisode de Questions d'Assaut, merci à Mathieu aussi de nous avoir éclairé et précisé un peu sur le volant fiscal de la valorisation du temps bénévole. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous sera été utile. Si notre discussion a pu faire écho à des expériences que vous avez connues ou que vous rencontrez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux ou directement en nous envoyant un mail à hello@questionsdasso.com et de toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur le site. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouvez de toute façon toutes les informations et liens, ressources que nous avons évoquées durant ce podcast sur notre site web, donc questions au pluriel-asso.com. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'AMAIF qui finance ce podcast et aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et on vous laisse maintenant avec la belle musique de Sound of Nowhere. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous à la rentrée en septembre pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut. Questions d'Assaut. Le podcast par et pour les assos.